Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous avez été pendant 2 ans le directeur général de Paris Région Entreprises, qui est une structure qui était chargée d'attirer les investisseurs, essentiellement les investisseurs étrangers, vers la région Île-de-France. Quels sont les outils dont dispose cette structure ? Cette structure a déjà dû être réorganisée, puisqu'en fait, auparavant, ces missions n'étaient pas concentrées sur l'attractivité. Et c'est depuis l'arrivée de Valérie Pécresse qu'elle a été recentrée sur cette mission-là. Cette mission est essentiellement du conseil, c'est-à-dire on va chercher des investisseurs, on est capable de les conseiller sur leur implantation, de trouver les bons endroits de bureau, de trouver les bonnes ressources, de trouver les bons contacts pour s'implanter dans la région Île-de-France. À l'inverse, par exemple, d'autres politiques, notamment aux États-Unis, où il y a beaucoup d'incitations financières pour l'implantation. On n'a pas ça aujourd'hui. Pas d'outils fiscal, pas d'outils financiers, pas d'aide, pas de monnaie sonnante et trébuchante. Très peu comparé à ce qui se pratique aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais c'est assez propre à l'Europe dans son intégralité. Le Royaume-Uni, par exemple, non plus, n'a pas de politique fiscale pour attirer des investisseurs. On connaît beaucoup de collectivités locales qui font des aménagements de taxes locales pour attirer les entreprises. Là, vous n'aviez pas cet outil-là ? Non, ça dépend essentiellement des communes. Donc vous pouviez demander aux communes d'être accommodantes, non ? Oui, alors après, il y a des phénomènes d'attractivité, de concentration dans certaines communes, dans certains clusters qui sont tels que, en fait, ces aides, même si elles peuvent exister, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer ces effets-là. Donc principalement du conseil et non pas des aides. Quelles étaient vos zones de pêche, si j'ose dire ? Où est-ce que vous allez chercher les entreprises pour les amener en Île-de-France ? Alors le principal, c'est évidemment l'Europe continentale, mais on essaie beaucoup de travailler sur les États-Unis, sur laquelle la France souffrait d'une mauvaise image. Il y a eu un vrai virage après l'élection présidentielle de 2017, qui a vraiment déclenché un certain nombre de décisions d'investissement. Et puis après, de plus en plus, la Chine et l'Inde, sur laquelle la France est absolument quasiment disparue des radars en termes d'investissement internationaux. Mais ces entreprises sont bienvenues ? Pas toujours ? Oui, alors elles sont bienvenues, ça dépend ce qu'elles font. Nous, on avait comme objectif d'installer des entreprises qui créent de l'emploi, donc beaucoup moins que des entreprises qui font de l'investissement financier. Et donc les entreprises qui créent de l'emploi, en général, sont quand même toujours bien accueillies par les édiles. C'est-à-dire que vous n'étiez pas là pour attirer des investisseurs qui rachètent des entreprises, mais des investisseurs qui créent des entreprises, c'est ça ? Plutôt des gens qui vont effectivement créer de l'emploi concret, donc pas des gens qui vont acheter par exemple un immeuble de bureau dans Paris. Quel type d'entreprise vous avez fait venir ? Alors, un ensemble d'entreprises, des centres de R&D, par exemple, pour des grands géants de la tech américaine, des banques du Brexit, puisque ça a été l'objet de la cellule de Choose Paris Region que nous avons créée avec les différentes collectivités de la région Île-de-France. Des départements de banques du Brexit, vous n'avez pas... Oui, mais quand même, il y a le dernier chiffre qui est paru dans cette compétition montrait que Paris, avec 3000 emplois, a largement dépassé Francfort dans la compétition post-Brexit. L'autorité bancaire européenne, dont l'accompagnement a été servi par les équipes du guichet unique. Donc on a tout un ensemble de projets assez divers qui montrent que l'attractivité de la France et de l'Île-de-France s'est bien redressée. Alors vous l'indiquiez, il y a un nombre d'emplois qui peut être un indicateur de performance de cette agence. Combien d'emplois ? 3000 donc, pour le secteur bancaire venu de Grande-Bretagne. Au total, combien d'emplois ? 2900 emplois qui sont liés à des projets que nous avons directement accompagnés. Et moi, ce que j'ai voulu regarder, c'est le coût par emploi installé, puisque c'est ça les métriques de performance quand même. Et on est passé de 15 700 € par emploi installé en 2015 à 4 100 € par emploi installé en 2017. Et c'est vraiment ce travail-là qui est intéressant pour nous, parce que c'est de l'argent public à la fin. La recette ? La recette, c'est recentrage des missions, c'est réduction aussi des effectifs quand cela a été nécessaire, et surtout donner un horizon précis. Aujourd'hui, la technique du rabot, telle qu'on la connaît beaucoup dans l'administration publique, fait qu'on enlève des effectifs sans changer les périmètres, et évidemment, ça conduit à l'échec. Donc vous avez créé des emplois, aidé à créer des emplois en Île-de-France, et en même temps, vous en avez supprimé dans l'agence. Le bilan est lequel ? Le bilan est évidemment positif, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'emplois chaque année, alors qu'à l'échelle de l'agence, on parle de quelques dizaines. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est, parlant d'argent public, je pense qu'il faut ces objectifs de performance, et ça a été le sens de cette réforme. Alors, les personnels que vous aviez dans cette agence ne sont pas des fonctionnaires, ils n'ont pas de statut public, et donc je suppose que vous n'aviez pas le frein qu'a l'ensemble du secteur public et de l'administration pour réduire ces emplois, mais est-ce qu'il y a des recettes que vous avez utilisées qui pourraient être employées sur l'ensemble du secteur public ou de l'administration ? Effectivement, ce n'étaient pas des emplois de fonctionnaires, mais je pense que l'une des recettes, c'est quand même le plan de départ volontaire. C'est une des idées qui a été proposée par Gérald Darmanin. Dont on commence à parler maintenant pour la fonction publique. Et Édouard Philippe. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui seraient prêtes à prendre ce dispositif. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne traduise pas par une fuite des meilleurs ou des plus talentueux de l'organisation. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, on peut imaginer ces mécanismes-là pour redonner du souffle, à condition qu'on referme les missions.
et donc proposer de l'argent à ceux qui veulent partir à partir d'un certain âge, par exemple. Exactement, faire une proposition financière, pécuniaire, en échange de la radiation du statut. Vous l'évoquiez en parlant de l'élection présidentielle de 2017, le contexte de la France, le contexte économique, le contexte politique a dû grandement vous aider à réussir cette mission. Est-ce que vous pouvez le mesurer dans l'indicateur de performance de cette agence? Alors c'est difficile d'attribuer une part à des facteurs aussi exogènes, mais il est évident qu'à la fois sur le plan local, avec une présidente de région qui a poussé cette politique d'attractivité là où elle était plutôt en retrait dans les années précédentes, et à la fois sur le plan national avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un vrai effet positif, mais il faut bien se rendre compte que de janvier à avril, il y a eu une vraie crainte des investisseurs internationaux. Avant l'élection, donc. Avant l'élection, il y a eu une crainte absolue des investisseurs, un gel des investissements pendant les 4 premiers mois de 2017, et il y a eu un rebond suite à l'élection. Et donc c'est pour ça que l'élément sur 2017 est peut-être plus mitigé que ce qu'on verra sur 2018. Donc vous voulez dire que 2018 devrait accélérer la tendance? Très largement. Je pense que c'est une année qui sera de bien meilleure facture, à la fois du fait du contexte international et à la fois des pleins effets des bénéfices des réformes et de l'élection présidentielle. Je l'évoquais pour les investisseurs chinois, voire les investisseurs indiens. L'investissement étranger n'est pas toujours bien accueilli en France. À votre avis, est-ce qu'il y a un critère qui permet de dire ceci est un bon investissement, ceci n'est pas un bon investissement? C'est très compliqué de donner des critères et aujourd'hui la question est, la concurrence est telle et on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est dans une concurrence exacerbée entre les différentes métropoles mondiales puisqu'en fait les investisseurs ne raisonnent même plus à l'intérieur d'un pays mais ils raisonnent à l'intérieur de métropoles et d'aires métropolitaines et la concurrence est telle qu'aujourd'hui fixer des barrières, en tout cas sur l'investissement économique qui va créer des emplois, fixer des barrières est forcément contre-productif. On a besoin de ce capital, on a besoin de ces talents, on a besoin des nouvelles innovations que peuvent apporter ces investisseurs étrangers. Mais quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur pratique, quel que soit le système capitaliste dans lequel ils vivent, je pense aux Chinois en particulier? Je pense qu'aujourd'hui, on aurait tort de se priver de ces ressources-là. Donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir, elles apportent, il faut demander de la réciprocité pour nos entreprises, évidemment, c'est une condition sine qua non de pouvoir faire la même chose avec nos entreprises à l'étranger. Et ça n'existe pas? Alors là où ça n'existe pas, évidemment. Ça peut exister dans des pays où les Français n'ont pas forcément envie d'investir. Je pense à la Russie, par exemple, qui est un investisseur qui est parfois un peu sous question. En Chine, l'investissement est... Ça s'ouvre. On voit bien que ça s'ouvre lentement, mais ça s'ouvre quand même. Et en tout cas, ne pas être béat face à ces investissements, c'est nécessaire. Mais en tout cas, les refuser de prime abord, c'est une erreur, puisqu'on a besoin de cet investissement et ils viennent nourrir la performance de l'écosystème local. Ce bilan que vous nous présentez, celui de Paris Région Entreprises, et celui que vous avez signé au bout de 2 ans de pratique, et aujourd'hui vous êtes ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais partir dans une aventure entrepreneuriale puisque je vais créer mon fonds d'investissement dédié aux startups de l'immobilier. Donc un changement, même si effectivement la conduite de cette agence a été elle-même assez entrepreneuriale. Évidemment installé en Île-de-France. Évidemment. Et avec probablement des partenaires étrangers que vous avez peut-être fait venir. Étrangers ou français, évidemment. On verra, l'avenir le dira. Merci Robin Rivière. Merci à vous.